Précédemment, à la demande d'une spectatrice, j'avais tenté d'étudier le ciel de naissance de Jacqueline Lee Bouvier, plus connue sous le nom de Jackie Kennedy et plus tard Jackie Onassis. Il se trouve que j'ai fait une erreur dans le thème de naissance, le ciel de naissance que j'ai récupéré. Eh bien, j'ai été trop empressé sans accorder d'attention à la concordance des dates entre la date de naissance et le ciel de naissance, et je n'ai pas fait attention et je me suis trompé. C'est Nathalie, une spectatrice, qui a mis cela en évidence. Donc je remercie Nathalie, ça me donne l'occasion donc de revenir sur le cas de Jackie Kennedy, Jackie Onassis. Donc vous allez avoir une première partie qui va reprendre la partie biographique, et puis ensuite on va passer à l'étude de son ciel de naissance, et cette fois-ci le bon, avec bien sûr toutes mes excuses pour cette erreur. Madame Jacqueline Bouvier, c'était son nom à l'origine, mais c'est quelqu'un qui a été plus connu sous le nom, au lieu de Jacqueline, de Jackie. Jackie, une fois qu'elle a été mariée à quelqu'un qui est devenu ensuite très célèbre, à la fois pour de bonnes et de mauvaises raisons, Monsieur Kennedy. Donc c'est devenu Jackie Kennedy. Et puis, une fois que son mari, malheureusement, a été assassiné, quelques années plus tard, cette dame s'est mariée avec un riche armateur grec, Monsieur Onassis. On a donc parlé de Jackie O, ou Jackie Onassis. Alors, qu'est-ce qu'on peut nous dire de cette dame? On en voit ici une photo. On nous dit Jacqueline Kennedy Onassis, née Jacqueline Lee Bouvier, est née le 28 juillet 1929 à Southampton aux États-Unis et morte le 19 mai 1994 à New York. Elle a été surnommée Jackie plutôt que Jacqueline. C'est une personnalité américaine mariée en premières noces au futur 35e président des États-Unis, Monsieur John Fitzgerald Kennedy. Elle a été la première dame des États-Unis. Alors, il faut faire une différence entre la France et les États-Unis. Aux États-Unis, dans la Constitution américaine, il y a une partie qui concerne le conjoint ou la conjointe du président ou de la présidente. Il y a un statut prévu pour cette personne. Lorsque c'est une femme, on parle de première dame. Cette personne a donc un statut prévu par la Constitution avec des obligations et puis une rémunération qui est attachée à son statut et à ses obligations. En France, ce n'est pas le cas. En France, il n'y a aucune allusion dans la Constitution française au conjoint ou à la conjointe de la personne qui préside le pays. Donc, il n'y a rien de prévu pour cette personne qui partage sa vie, ni statut, ni rémunération. Donc, lorsqu'on parle de la première dame en France, c'est un abus de langage. On attribue un statut officiel qui n'existe pas en France. En fait, on calque ce qui est pris des États-Unis, mais en France, le système est différent. Il n'y a pas de statut officiel et pas de rémunération prévue pour ce statut. Parenthèse refermée. Donc, Madame Jacqueline Bouvier, qui est devenue Jackie Kennedy, a été la première dame des États-Unis du 20 janvier 61 au 22 novembre 63, date de la mort de son mari, qui a été assassiné à ses côtés sur la Dealey Plaza à Dallas, au Texas. Grâce à son élégance, sa culture et sa beauté, elle est devenue l'une des premières dames les plus populaires et les plus photographiées. On nous dit que le 20 octobre 1968, elle a épousé en secondes noces l'armateur et milliardaire grec Aristote Onassis. Et dans les dernières années de sa vie, elle a vécu à New York aux côtés de Maurice Tempelsman, qui est un diamantaire originaire d'Anvers, je crois.
Alors on nous parle dans sa biographie de son enfance et de ses origines. Bon, c'est quelqu'un qui est né dans une famille aisée, son père était trader en bourse, et donc c'est quelqu'un qui gagnait beaucoup d'argent, donc là, avec le train de vie qui va avec, mais malheureusement on nous dit que son père, du côté personnel et du côté sentimental, a sans doute donné beaucoup de coups de canif dans le contrat. On va le dire comme ça. De son côté, la jeune Jacqueline s'est montrée très douée pour les études. Elle a appris plusieurs langues et elle a été très vite intéressée par ses origines françaises. Elle a d'ailleurs passé une année en France qu'elle a, semble-t-il, beaucoup appréciée et qui l'ont beaucoup marquée. Et du coup, lorsqu'elle est revenue aux États-Unis, alors elle a voulu à un moment donné repartir en France. Sa mère l'en a un peu empêchée en craignant qu'elle ne s'établisse définitivement en France, tellement le pays semblait lui plaire. Mais lorsqu'elle est devenue première dame, c'est-à-dire épouse de celui qui est devenu président, alors elle s'est mariée avant qu'il soit président, il était dans la politique, et elle était plus ou moins reporter, elle interrogeait les gens dans la rue pour savoir ce qu'ils pensaient de telle ou telle politique, de telle ou telle personne, et puis par le jeu des relations, elle a connu John Fitzgerald Kennedy, avec lequel eh bien, les deux se sont plu, ils se sont mariés. Et plus tard, M. Fitzgerald est devenu président des États-Unis, et donc par là même, elle est devenue première dame. Alors, une des choses qu'elle a faites lorsque le couple est devenu couple présidentiel, elle a fait complètement réaménager la Maison Blanche, alors l'intérieur des locaux, mais également les jardins à l'extérieur, en s'inspirant de style français. Alors, pas seulement, mais avec une forte influence des styles français. On nous dit également que dans sa tenue, son allure, également, elle portait fréquemment des créations de couturiers français. Qu'est-ce qu'on nous dit également de plus? Alors sa biographie est plus longue que ces 2 pages. Eh bien, on nous dit que malheureusement, avec son mari, elle a connu un peu les mêmes déboires que sa mère avait connus avec son père. C'est-à-dire qu'il semble que John Fitzgerald Kennedy n'ait pas été très fidèle et donné de nombreux coups de canif dans le contrat. Bon, il semble qu'elle en a pris son parti, sans doute en se disant ça serait peut-être pas mieux ailleurs. Et puis sur le fond, malgré ses infidélités, c'est quand même quelqu'un avec lequel le courant passe, avec qui je m'entends, et puis avec lequel ça se passe bien. On nous dit que c'était un sérieux atout pour le président, qu'elle impressionnait par son élégance, mais également par son intelligence. On nous dit que c'était quelqu'un qui avait appris plusieurs langues, dont le français, l'espagnol, l'italien, et que ça a servi à son mari à plusieurs reprises. Malheureusement, on connaît tous la fin terrible de son mari, assassiné, comme on nous le dit dans cette biographie. Mais ce qu'on sait peut-être moins, ou du moins ce qu'on retient moins, surtout les jeunes générations, c'est que Jackie a souvent essayé d'avoir des enfants. Elle voulait avoir, comme beaucoup de gens, fonder une famille, et que malheureusement, elle a eu plusieurs fausses couches et plusieurs enfants, soit mort-nés, soit qui sont décédés quelque temps après leur naissance. C'est donc assez terrible, c'est une histoire assez terrible pour elle. Donc voilà ce qu'on peut nous dire à son sujet. Donc elle a vécu une histoire après avoir fait son deuil de son mari. Elle a vécu une histoire avec l'armateur grec Aristote Onassis, avec lequel elle s'est mariée. Il semble que cette histoire ait tenu plusieurs années, mais qu'à un moment donné, les choses se soient dégradées. Hélas, comme son mari et comme son père, il semble que M. Onassis n'ait pas toujours été très fidèle.
Et on nous dit donc que sur ses vieux jours, elle a vécu plutôt à New York, assez loin de son mari, et avec quelqu'un d'autre, rencontré au gré sans doute de ces événements mondains auxquels elle pouvait participer. C'était, on nous dit, comment on appelle ça, un bijoutier d'Anvers, quelqu'un qui était très fortuné. Alors on voit qu'elle n'a connu que des maris très fortunés. Intéressons-nous donc au ciel de naissance de Jackie Kennedy, connue également sous son nom de Jacqueline Lee Bouvier, et plus tard avec son second mari sous le nom de Jackie Onassis. Alors qu'est-ce qu'on voit dans son ciel de naissance? La première chose sans doute qui frappe, c'est ce triangle ici. Alors, un ensemble de 3 trigones comme ça est souvent considéré comme un symbole de stabilité. C'est-à-dire que quoi qu'il arrive dans la vie de la personne a toujours un point sur lequel s'appuyer pour ne pas perdre pied face aux événements et ne pas chuter, ne pas sombrer. Alors, c'est un peu sans doute ce qu'on pourrait dire de cette dame. On voit qu'elle a connu quand même des heures assez compliquées, assez difficiles, assez dramatiques dans sa vie. Eh bien, malgré tout, elle a toujours eu le courage de se montrer digne et de continuer. Alors, on voit également, hormis ce triangle ici, cet ensemble de 3 trigones, on voit cette opposition. Une opposition entre quoi et quoi? Eh bien, entre Vénus, ici en Gémeaux, et Saturne. Alors Saturne n'est pas un bon significateur là où il se trouve. Alors s'il force les gens à devenir plus responsables, plus matures, en les mettant face à des responsabilités, eh bien parfois ces responsabilités sont bien lourdes à porter. Elles sont compliquées. Ça peut être donc des responsabilités où l'on est tout seul à pouvoir les assumer. Ça peut être la maladie, ça peut être également un deuil. En tout cas, c'est quelque chose qui force au réalisme. On n'est pas du tout dans le rêve, on n'est pas dans la futilité avec Saturne. Au contraire, on compte chaque sou et il faut échafauder des plans et s'y tenir. Il faut se tenir à une discipline pour s'en sortir. Malgré tout, Saturne, là où il se trouve, lorsqu'il est en bon aspect, donne la possibilité, les ressources, la ténacité, on pourrait dire, de durer. Alors ici, qu'est-ce qu'on voit? On voit donc Saturne, cette planète pas très heureuse, qui est en opposition à Vénus. Vénus, c'est au contraire la sensibilité artistique, la sensualité, c'est-à-dire tout ce qui touche les sens, la vue, le toucher, l'odorat, le goût, etc. Mais également avec Vénus, les attractions. Alors c'est pour ça que souvent on lie la planète à tout ce qui est du domaine de l'amour. On pourrait dire plutôt aux aventures. Ça pourrait être ça, puisque là où est Vénus, on aime ou on déteste. On trouve agréable ou désagréable, y compris les gens. Eh bien ici, si aventure il y a, alors avec Vénus dans le signe double des Gémeaux, on peut penser que cette dame, alors non seulement on peut le penser, mais c'est la vérité, lorsqu'on regarde sa biographie, c'est quelqu'un qui a connu plusieurs aventures amoureuses, on pourrait dire, avec plusieurs personnes. Donc, eh bien malheureusement, on voit en face Saturne qui semble mettre une fin, ou qui semble mettre cette histoire amoureuse à rude épreuve, tellement rude épreuve qu'à un moment donné, eh bien, il faut regarder les choses en face, l'amour n'est plus là. Ça peut être ça. Qu'est-ce qu'on voit d'autre? Eh bien, on pourrait regarder les significateurs généraux avec le soleil, la lune et l'ascendant. On a, avec ce ciel de naissance, un soleil qui est en Lion. Alors, ça correspond à un caractère très décidé, très rayonnant, mais également, quelqu'un qui a beaucoup de volonté, quelqu'un qui est décidé, mais aussi quelqu'un qui a beaucoup d'amour à donner. Avec le lion, on est très positif, c'est quelqu'un qui est très chaleureux, qui voit plutôt le beau côté de la vie,
quelqu'un qui se dit je peux y arriver, je peux très bien y arriver, c'est une affaire de volonté, il ne suffit pas de rêver, il faut agir pour se faire la vie dont on rêve. Alors le lion est également souvent significateur de richesse. C'est la période du lion, c'est la période de l'année où tous les fruits sont mûrs, ils sont en abondance, on a tout ce qu'il nous faut autour de soi, même plus que ce qu'il nous faut. Bon, on sait que cette dame n'a jamais vécu dans la pauvreté, que ce soit du côté de sa famille d'origine ou que ce soit par la vie qu'elle a eue avec ses maris. On voit quoi avec ce soleil? On voit Mercure qui est conjoint. Mercure, c'est l'intelligence. Alors ici, une intelligence sous l'égide du lion, une intelligence brillante. Quelqu'un qui ne se contente pas d'être, mais qui réfléchit aussi aux choses. Qu'est-ce qu'on voit également? On voit l'ascendant de cette dame dans le signe magnétique et parfois inquiétant du Scorpion. Alors, le Scorpion, sa planète associée, c'est Pluton. Et là où se trouve Pluton, il y a... c'est pas vraiment un charme, c'est plus un magnétisme. C'est-à-dire que on ne sait pas pourquoi le regard est attiré vers telle personne. C'est pas forcément de la beauté pure, mais là où il y a le Scorpion ou sa planète maîtresse Pluton, il y a plutôt de la fascination. De la fascination et du magnétisme. Eh bien, il semble que ce fut le cas pour cette dame. Alors, puisqu'on parle de beauté et de charme, ce genre de choses, eh bien, on pourrait regarder où se trouve Neptune. Neptune, la planète du rêve, de l'inconscient, en particulier l'inconscient collectif, de la mode, de l'air du temps, de ce qui touche en fait inconsciemment beaucoup de gens. Eh bien, Neptune, ici, culmine à son milieu de ciel, le point le plus élevé. Alors, on notera également que le milieu du ciel, qui est l'endroit vers lequel on va dans la vie, se trouve ici dans les derniers degrés du lion. Alors, avec le lion, comme je le disais tout à l'heure, quoi qu'il arrive, en général, c'est une réussite. On peut parler d'abondance. Eh bien ici, cette abondance se double avec Neptune de quelque chose qui capte un peu l'air du temps et qui est, on pourrait dire, sur la même longueur d'onde que l'inconscient collectif. On a donc quelqu'un qui aurait marqué les foules, et même d'autant plus marqué les foules, et en particulier la population du pays dans lequel elle se trouvait, que ce Neptune ici est en trigone avec la Lune significateur de la foule, du peuple. Voilà. On a donc ses humeurs à elle, son inconscient à elle bien relié ici complètement à, on pourrait dire, l'inconscient collectif, d'où une certaine popularité. Alors qu'est-ce qu'on voit d'autre? Puisqu'on était sur son soleil ici en Lion, on voit que ce soleil est à la fois bien relié par un sextile à Jupiter en Gémeaux. Jupiter, symbole d'expansion, de choses qui s'agrandissent, qui s'enrichissent. Alors dans son cas, c'était déjà le cas, mais en effet, cette personne n'a jamais manqué d'argent. Elle a toujours navigué dans un environnement de richesse. Ça se voit ici. On voit également ce soleil en Lion, qui nous parle donc d'une personne décidée. Ce soleil est relié par un trigone, un aspect positif, à Uranus. Uranus, c'est la planète de l'indépendance, de l'individualisme. La planète qui dit, moi je ne suis pas comme tout le monde, je ne suis pas un numéro, moi je vois les choses à ma façon et je ferai les choses à ma façon. Et cette planète encourage d'ailleurs tout le monde à faire de cette façon-là, c'est-à-dire il n'y a pas de chef, chacun est son propre chef, chacun est autonome, indépendant. Avec cette bonne relation entre les deux planètes, on a quelqu'un qui a un sens de l'indépendance, quelqu'un qui entend bien mener sa vie à sa façon, mais comme l'aspect est positif, ça se fait toujours sans choquer. On fait attention à ce que ce sens de l'indépendance ne devienne pas de l'excentricité, ne devienne pas de la brusquerie, ne devienne pas une façon de
de s'asseoir sur les rythmes des autres, ce qui serait le cas s'il y avait un carré. Si c'était un carré, on dirait que c'est une personnalité incontrôlable qui ne fait pas attention aux autres et puis qui vit sa vie en gênant les autres. Eh bien ici, pas du tout. On a un rapport tout à fait harmonieux entre le soleil, qui est le centre de sa personnalité en Lion, donc qui entend bien briller, qui entend bien réussir selon ses propres critères, et Uranus ici en Bélier, un autre signe de feu, qui entend mener sa vie à sa façon. Alors qu'est-ce qu'on voit d'autre? Malheureusement, si on veut se référer à la vie amoureuse, on pourrait regarder les deux planètes qui gèrent en général les sentiments, les fois où le cœur s'enflamme. On peut parler de Mars et on peut parler de Vénus. Eh bien, pas de bol, ces deux planètes sont en carré. Avec ces deux planètes en carré, eh bien, il y a justement un excès, le cœur s'enflamme trop peut-être, c'est la fièvre d'un moment, d'un instant, on s'enflamme pour quelqu'un, et puis trop en fait. Soit on en attend trop de la relation, et puis on est déçu, soit il peut y avoir de l'aveuglement, par exemple, mais dans tous les cas, c'est un emballement qui ne tient pas sur la durée. Et ça tient d'autant moins sur la durée que Vénus, ici, est en opposition à Saturne. Saturne, le grand significateur du temps. Eh bien, ici, il s'oppose à ce genre d'amourette. Quoi d'autre? Pluton, qui maîtrise l'ascendant en Scorpion, se trouve en maison 8, la maison des ténèbres, la maison de la mort. Eh bien, malheureusement, cette femme aura été confrontée trop souvent dans sa vie à la mort, que ce soit ses enfants ou que ce soit son mari. Est-ce qu'on peut dire autre chose? Où se trouve la part de fortune, par exemple? Ici, alors la part de fortune, c'est pas un astre, c'est quelque chose qui est calculé. On prend les degrés de telle position, et on les ajoute pour regarder où ça tombe. Et la part de fortune est censée indiquer ce qui est bénéfique dans la vie de la personne qui est née à ce moment-là. Eh bien ici, cette part de fortune tombe en maison 9, la maison de l'étranger, alors que ce soit une personne étrangère ou que ce soit le fait d'aller à l'étranger, et dans le signe du lion. Alors, ce qui symbolise entre autres la richesse. Eh bien, en effet, cette femme aura trouvé le bonheur auprès, dans un premier temps, lorsqu'elle était jeune, auprès des Français, lors de l'année qu'elle a passée en France, dont elle se souviendra toujours. Elle dira que c'était une année où elle avait vraiment été très heureuse. Elle aura voulu y retourner. Et puis ensuite, avec son second mari et son troisième mari, du moins le troisième homme marquant dans sa vie, je pense qu'elle n'a jamais été mariée avec, mais elle a vécu avec, eh bien son homme numéro 2 et numéro 3 étaient des étrangers. Le monsieur Onassis était grec, et puis l'homme auprès duquel elle a fini ses jours était belge ou néerlandais, je ne sais plus, l'une de ces deux nationalités, mais en tout cas pas de sa nationalité à elle. On retrouve donc des éléments de sa vie dans ce ciel de naissance. On peut peut-être compléter en interrogeant mon oracle des personnages, je ne sais pas s'il va parler ou pas, au sujet de cette dame Jackie Kennedy. Essayons. Alors, que nous disent ces cartes au sujet de cette Jackie Kennedy Onassis? Alors, de façon assez surprenante, on pourrait dire, ah bah non, ça colle pas du tout. On a en première carte la carte du beauf, donc quelqu'un, vous voyez le prototype du beauf, quelqu'un de pas trop bien dégrossi, pas très bien, qui n'a pas forcément toutes les bonnes manières, etc. Alors, pour une dame comme Jackie Kennedy, ça peut paraître totalement à côté de la plaque. Eh bien, figurez-vous qu'en lisant sa biographie,
On s'aperçoit que lorsque le clan Kennedy, qui est une famille qui est depuis longtemps installée dans les cercles politiques, une des familles aussi très riches aux États-Unis, lorsqu'ils ont appris la liaison de John Kennedy avec Jackie, qui allait devenir Kennedy, Jackie Bouvier, eh bien, ils l'ont pris justement pour une beauf. Pour eux, elle ne venait pas d'un milieu assez chic. Son père, qui était devenu riche grâce à du courtage en bourse, eh bien, pour eux, c'était un parvenu. C'était un nouveau riche, c'était quelqu'un qui avait des manières vulgaires, enfin, voilà, quelqu'un qui n'était pas à la hauteur. Et pour eux, au début, eh bien, c'est comme ça qu'ils ont pris Jackie Kennedy. Ils l'ont pris pour une beauf. C'est-à-dire de quelqu'un d'un peu de seconde zone au niveau classe sociale, avec pas les bonnes manières. Alors c'est étonnant de voir à quel point cette dame a su renverser justement cette image qu'ils avaient d'elle. On nous parle même, il y a une anecdote qui dit que lorsqu'on lui a fait visiter la Maison Blanche, elle se remettait d'un gros problème de santé et qu'elle tenait à peine debout. La personne qui était l'épouse du président sortant qui lui a fait visiter le savait, mais par dédain, par mépris, elle ne lui a pas proposé de s'arrêter pour s'asseoir, elle ne lui a pas proposé une chaise roulante par exemple, pour que ça soit moins pénible. Non, non, elle l'a fait exprès pour l'humilier, en se disant celle-là elle est sortie de rien du tout, donc on va rien lui épargner. Parce que voilà, elle était prise pour une beauf. Alors, on a également la carte de la personne matérialiste. Ça, évidemment, on ne peut pas y échapper. Surtout quand on voit ici, sur cette image, cette dame très élégante, mais qui a devant elle des montagnes d'argent. On ne peut pas faire l'impasse là-dessus. C'est vrai que cette dame a été mariée avec le président des États-Unis, qui venait d'une famille installée dans la politique et très riche, venant elle-même d'une famille riche. Lorsqu'elle s'est remariée suite au décès de son mari, ça a été avec quelqu'un d'immensément riche aussi. Et puis sur la fin de ses jours, elle a vécu avec un bijoutier connu également pour sa richesse. Bon, donc on ne peut pas éviter le côté matérialiste. On a la carte du séducteur, ou dans ce cas-là, de la séductrice. Alors, je ne sais pas si c'était conscient ou pas de sa part, mais c'était effectivement quelqu'un qui a eu, à son époque, et sur tout le monde, qui a fait preuve, ou qui a dégagé un charme immense. Quelqu'un qui séduisait par son apparence, mais pas seulement ses critères physiques, mais par sa façon d'être, sa façon de se mouvoir, ses attitudes. Également, ses paroles, on pourrait dire son sourire, alors ni forcé, ni quelqu'un de trop froid, enfin bref, quelqu'un qui avait une apparence quasiment parfaite, et qui séduisait beaucoup. En carte défavorable, cette carte du professeur. Lorsqu'on lit sa biographie, on apprend qu'elle avait un goût réel pour les études. On nous dit qu'elle était douée pour les études, et d'ailleurs, elle a appris plusieurs langues, et quand elle est venue en France, c'était également pour étudier. Mais à cette époque-là, c'était moyennement bien vu de la part d'une femme de s'investir beaucoup dans des études. Alors lorsqu'on est dans une famille riche ou aisée, oui, c'est bien vu de faire un peu d'études, mais c'est un peu dans l'idée d'être un bon parti. Et puis une fois qu'on est marié, grosso modo, si j'ose dire, on est casé, donc bah voilà, hein, on s'occupe de tenir la baraque.
C'est un peu ça. Eh ben, elle, c'était pas son ambition. Elle, il y avait des tas de choses qui l'intéressaient sur les civilisations, sur la mode, sur la littérature, sur l'histoire de l'art, etc. Et elle voulait en savoir plus. Et on nous dit dans sa biographie que ça a été moyennement bien vu, d'où cette carte ici en position négative. En position positive, favorable, cette carte de l'adolescent, ou en l'occurrence de l'adolescente, eh ben, c'est quelqu'un qui reste avec l'image d'une femme très jeune, alors non seulement très jeune d'apparence, de corps, mais également d'esprit. Avec ce que je viens de vous dire, c'est quelqu'un qui a cherché très tôt à s'émanciper, on pourrait dire, alors sans non plus tout envoyer balader, sans être en rupture avec son milieu, mais on sentait bien un caractère qui voulait faire les choses à sa façon, quelqu'un qui était curieux du monde, curieux d'aller déjà dans la vieille Europe et de faire des voyages, d'apprendre des choses là-bas, et puis ensuite curieux d'autres personnes. Lorsque elle a eu fait son deuil de son mari, c'est quelqu'un qui s'est tourné vers d'autres personnes, des personnes vivant également ailleurs. Donc on a bien quelqu'un avec une ouverture d'esprit, souvent propre aux adolescents, c'est-à-dire qu'on n'hésite pas à aller vers la nouveauté, à essayer de faire les choses différemment, et parfois quitte à ne pas plaire à des milieux plus traditionnalistes. On pourrait le voir comme ça. Eh bien, j'espère que ce petit tirage de cartes aura bien résumé le caractère et la personnalité de cette dame qui, comme nous le dit sa biographie, reste comme une icône. Ce tirage de cartes et ce survol d'un ciel de naissance sont maintenant terminés. Merci de les avoir suivis.